remercier les membres organisateurs et l'Association des maladies psychosomatiques Oujda pour l'invitation pour un sujet fort intéressant qui fait des ravages dans notre société du tabac. Et je vais parler brièvement des méfaits du tabac sur les artères. Alors je vais parler du tabac et des artériopathies. Alors on va parler au début des généralités sur le tabac, le phénomène d'athérogénèse et quels sont les mécanismes qui font accélérer ce phénomène d'athérogénèse. Par la suite, donc, les aspects diagnostiques, que ce soit clinique et paraclinique, avant d'aborder le chapitre traitement. Alors avant de commencer, c'est des chiffres qui ont été annoncés. Alors le tabac, il tue à peu près 8 millions d'habitants de cette terre par an. Et je vous invite à faire une réflexion. Alors pendant la pandémie Covid en 2020, donc la pandémie qui a mobilisé tout le monde, donc elle a tué pendant 2020, donc c'était le pic, 4 millions. Alors qu'on néglige ce tueur silencieux qui est le tabac et qui tue 8 millions chaque année de façon continue. Alors parmi ces 8 millions, il y a 1,3 million qui sont des non-fumeurs, des tabagiques passifs, des non-fumeurs et qui sont exposés involontairement au tabac. Alors au Maroc, on est à peu près dans la norme, dans les chiffres mondiaux, c'est-à-dire 20%. À peu près 20% de la population marocaine qui sont des fumeurs, ce qui fait donc, comme ça a été dit tout à l'heure par le professeur Najib, donc 2 sur 10, c'est énorme. Alors sur le podium, des pays qui consomment le plus de tabac dans le monde, donc on trouve la Grèce, la Serbie et malheureusement 2 pays arabes, donc la Jordanie et le Liban, dont le taux de tabagisme il avoisine 40%, le taux de tabagisme actif, c'est-à-dire si on compte le tabagisme passif, donc on peut y arriver à 70 à 80%, et en creusant un peu, c'est une culture. C'est-à-dire, les familles organes, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des collègues de chaque Awsat? Donc c'est une culture, c'est-à-dire après le déjeuner, après Tchiliya, il faut passer chicha entre familles, donc c'est quelque chose d'ordinaire. Dans les restaurants, dans les cafés, donc les femmes, les hommes, ils consomment de façon ordinaire le tabac sous forme de chicha. C'est pour ça que sur le plan donc, lutte contre le tabac, il faut aborder ce côté culturel de la chose. Alors le tabac, il est à l'origine de cancer et d'artériopathie, donc on peut le considérer comme le plus tueur dans le monde, le premier tueur dans le monde. Alors pour la physiopathologie, comment la cigarette, elle fait accélérer ce phénomène d'athérogénèse. Alors il faut noter que le phénomène d'athérogénèse, c'est un phénomène physiologique qui commence dès la veine intra-utérine et qui évolue d'une façon très lente. C'est-à-dire, si on prend une personne à 90 ans, à 100 ans, à 80 ans, c'est des personnes qui ont de l'athérome, qui ont des artères qui sont rigides. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'athérogénèse qui évolue, mais ce phénomène d'athérogénèse, il évolue à bas bruit, très très lentement. Alors ce phénomène-là, il est accéléré par ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le tabac, l'hypercholestérolémie, l'obésité, la sédentarité et entre autres la cigarette. Alors j'ai choisi 2 études. Donc une étude, la première étude qui a été faite en 2004 aux États-Unis, avec donc un screening de tous les médiateurs qui font accélérer ce phénomène d'athérogénèse. Alors on trouve que c'est la même chose, que ce soit donc la cigarette, le tabagisme actif ou passif, c'est la même chose. Donc c'est les mêmes médiateurs d'inflammation, avec enfin donc, un trouble de vasomotricité, donc un vasospasme, un état prothrombotique, c'est-à-dire un déclenchement des chaînes de coagulation, donc que ce soit la coagulation à l'hémostase secondaire, donc la chaîne de coagulation de l'hémostase secondaire, que ce soit l'augmentation de l'agrégation plaquettaire et un état inflammatoire. Donc la deuxième étude que j'ai choisie, c'est une étude de 2024. Donc c'est une étude qui a été faite dans l'autre bout de la Terre, donc l'Asie-Pacifique, dans une revue japonaise. Et le résumé de cette étude, c'est que le tabac, il fait accélérer le phénomène d'athérogénèse par trois grandes étapes. Donc la première étape,
c'est une dysfonction endothéliale. C'est-à-dire que le tabac, la fumée du tabac, elle agit directement sur la cellule endothéliale avec une détérioration de cette cellule endothéliale qui est endothrombrogène et qui va conduire à une thrombose par la suite. Donc, deuxième élément, c'est l'inflammation. Donc, le tabac, il induit une inflammation avec sécrétion de beaucoup de médiateurs d'inflammation, des interleukines de tout type, et qui déclenche l'induction à la thrombose avec des modifications de l'éthyma, de la cellule musculaire lisse, une migration des lipides, des macrophages, avec une croissance de cette plaque d'athérome. Et on arrive à ça, donc c'est tortues et lapins. Le phénomène d'athérogenèse qui évolue lentement de façon physiologique par une vitesse de tortue, donc 200 mètres en 40 secondes. Si on fume, ce phénomène d'athérogenèse, il évolue à la vitesse d'un lapin, c'est-à-dire il va parcourir 6 mètres, 7 mètres à une petite vitesse. Donc le tabac, il est prouvé qu'il accélère le phénomène d'athérogenèse. Et nous, chirurgiens vasculaires, on le constate. C'est-à-dire un patient qui n'a pas de facteur de risque, si on l'opère à 90 ans, on trouve des artères qui sont parfois saines, surtout s'il a une bonne alimentation, s'il est sportif. Par contre, des jeunes tabagiques, à 55 ans, à 65 ans, on trouve des artères qui sont bourrées de calcaire. Alors, pour les sites prédilectifs de la maladie athéromateuse, donc la maladie athéromateuse, c'est une maladie générale qui touche toutes les artères, mais il y a des sites de prédilection et des sites qui sont graves. Donc, la carotide, les coronaires et les membres inférieurs. Alors, je vais parler des deux sites, donc carotide et membres inférieurs, et mon ami le professeur Basile, il va aborder par la suite les coronaires. Donc, qui dit carotide dit AIP, AVC, accident vasculaire cérébral. Coronaire, donc l'infarctus du myocarde, le syndrome coronarien aigu, donc qui sont parmi les premières causes de mortalité dans le monde, et l'artériopathie, donc avec tout ce qui en découle, comme amputation et comme un coût socio-économique qui est très lourd pour la société. Alors, sur cette plaque, tirée des recommandations de la Société européenne de chirurgie vasculaire et endovasculaire, donc on voit qu'il y a donc un odds ratio qui est très élevé pour l'atteinte des membres inférieurs, surtout pour les fumeurs actifs qui n'ont pas encore arrêté l'intoxication tabagique, et ça dépasse de très loin les autres maladies cardiovasculaires, l'hypercholestérolémie, l'hypertension ou le diabète. Donc c'est la première position en ce qui concerne l'altération des artères, surtout des membres inférieurs. Alors toujours dans les recommandations de la Société européenne de chirurgie vasculaire et endovasculaire, donc l'atteinte au cours du tabac, c'est une atteinte qui est proximale, donc qui touche l'aorte, les artères iliaques, les fémorales, contrairement à l'atteinte diabétique qui est une atteinte sous-gonale, sous le genou, qui est une atteinte distale. Alors pour l'évaluation d'un tabagique qui consulte, alors nous, en chirurgie vasculaire, d'ailleurs, le professeur il peut le confirmer, donc on est scolaire dans notre approche, donc c'est on fait comme un étudiant de 3e année, donc on commence toujours par les différentes étapes de l'évaluation, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen clinique avec les différentes étapes, l'inspection, la palpation, l'auscultation, avant de demander des examens complémentaires. Donc toujours dans l'interrogatoire, on cherche les facteurs de risque cardiovasculaire, tous les facteurs de risque cardiovasculaire, et à leur tête, le tabac et le diabète. Et bien sûr, on inspecte toujours de façon bilatérale et comparative. Alors on a 3 cas de figure. Soit on reçoit des patients qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire un patient qui a fait un AVC, qui a fait un syndrome coronarien aigu, et puisque la maladie athéromateuse, c'est une maladie générale, donc on fait un examen des membres inférieurs. Deuxième cas de figure, donc c'est la claudication intermittente, qui est typique. Donc c'est un patient qui a des douleurs lorsqu'il marche. Donc c'est des douleurs à type de crampe, à type de striction, qui siègent au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse, et qui obligent le patient à faire des pauses. C'est-à-dire le patient, il rapporte des douleurs à la marche, il est obligé de faire des pauses, de se reposer et de marcher par la suite. Donc c'est le deuxième cas de figure. Et parfois, on reçoit des patients au stade d'ischémie critique, c'est-à-dire de douleurs insomniantes, de douleurs de repos et
même au stade de gangrène. Donc c'est des patients qu'on arrive malheureusement à recevoir avec des nécroses sèches de l'avant-pied et des orteils. Alors on fait un examen clinique complet, un examen bien sûr des autres appareils, puisque le tabac, ce n'est pas seulement les artériopathies, donc c'est la coronaropathie, il faut ausculter les carotides, il faut faire un examen pulmonaire, chercher des sites de cancer, parce que le tabac il est cancérigène. Et en ce qui concerne les artériopathies des membres inférieurs, donc il faut faire ce qu'on appelle la mesure des index de pression systolique. Alors c'est très important, et d'ailleurs je conseille tous les étudiants qui vont soit faire une carrière de médecin généraliste, soit qui vont faire cardiologie, endocrinologie, dermatologie, de maîtriser la mesure des index de pression systolique. Donc ça ne demande pas beaucoup de choses. Un doppler de poche, un tensiomètre. Donc on mesure la pression au niveau de la cheville à l'aide d'un doppler de poche. On mesure la pression au niveau de l'orteil et on fait le rapport. Donc un rapport qui va nous permettre de diagnostiquer l'artériopathie, d'évaluer la sévérité de l'artériopathie. Alors si on a un chiffre entre 0,9 et 1,3, c'est normal. 0,7 à 0,9, c'est une artériopathie, mais elle est suffisamment compensée. 0,5 à 0,7, c'est une artériopathie peu compensée, et inférieure à 0,5, c'est une artériopathie sévère qui nécessite une intervention en urgence. Alors parfois, il y a des patients qui ont des artères très calcifiées. Donc même si on gonfle le brassard à 200 à 250, on n'arrive pas à fermer le flux. À ce moment-là, il y a d'autres méthodes. Donc la mesure des pressions au niveau de l'orteil et la mesure des pressions transcutanées d'oxygène. Alors une fois on a terminé toutes ces étapes, on peut demander des examens complémentaires. Donc à leur tête, donc l'écho-doppler qui est un examen facile et qui permet donc de mesurer les flux et de donner des idées sur la qualité de la paroi de l'artère et le diamètre des plaques de calcaire et la nature de la plaque. Est-ce que c'est une plaque calcifiée? Est-ce que c'est une plaque qui est molle? Est-ce qu'il y a une rupture de plaque? Et bien sûr, par la suite, le gold standard, c'est l'angioscanner. Et pour les patients qui ont des problèmes de produits de contraste ou d'insuffisance rénale, on peut demander une angio-résonance magnétique, malgré que la résonance magnétique, elle surestime les lésions. Et bien sûr, l'artériographie, actuellement, elle est réservée pour les gestes thérapeutiques. Alors, sur cette image-là, donc c'est des images scanographiques. Donc on a dit que l'atteinte du tabac c'est une atteinte aorto-iliaque. Donc sur le côté droit c'est une occlusion de l'aorte terminale au ras des artères rénales avec une reprise au niveau des artères fémorales. Du côté gauche donc c'est une occlusion des deux fémorales superficielles avec une reprise au niveau de l'artère poplitée. Alors est-ce qu'il faut traiter tous les patients? La réponse est non. Donc il y a beaucoup d'artériopathies asymptomatiques. Il y a beaucoup de patients qui sont des claudicants. Alors ces patients-là, surtout une claudication avec un périmètre de marche qui est allongé, c'est un traitement médical, c'est-à-dire le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, sevrage tabagique. Donc je pense que les collègues psychiatriques vont parler tout à l'heure du sevrage tabagique qui n'est pas une chose facile. Et bien sûr, un traitement médical à base d'anti-agrégation plaquettaire. Alors, pour les tabagiques purs, qui n'ont pas d'autres facteurs de risque, on préfère l'acide acétylsalicylé à une dose de 75 mg par jour, et bien sûr, les statines. Alors, pour les patients en claudication serrée ou en ischémie critique, on envisage un traitement. Donc, soit un traitement chirurgical, soit un traitement endovasculaire. Mais avant, il y a un préalable à la chirurgie ou au traitement endovasculaire. Donc il faut faire l'évaluation complète clinique et radiologique. Et on l'a dit, donc la maladie athéromatoeuse, c'est une maladie générale. Donc chaque fois qu'on reçoit un patient avec des lésions au niveau du membre inférieur, il faut faire un screening des autres localisations, c'est-à-dire la carotide et le cœur. Et sur cette plaque de droite, donc on voit que les patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs, donc 14 à 19%, ils ont une atteinte carotidienne. Et dans 25 à 70%, donc une atteinte des coronaires. Les patients qui ont une atteinte des carotides, donc dans 39 à 61% une atteinte coronaire et à peu près 20% une atteinte des membres inférieurs. Et les patients qui ont une coronaropathie,
9% une atteinte carotidienne et 16% une atteinte des artères des membres inférieurs. Bien sûr, il faut faire le bilan opératoire. Alors, les gestes de revascularisation sont divers. Il y a beaucoup de gestes. Je vais donner quelques exemples pour illustrer. Donc, il y a le pontage aortofémoral qu'on utilise lorsqu'il y a des occlusions complètes. Donc, c'est une prothèse tricotée. Donc, on a l'anastomose au niveau de l'aorte et au niveau des artères fémorales. Et ces pontages, ils ont un taux de perméabilité excellent qui dépasse les 95% à 5 ans. Alors, parfois, s'il y a des lésions d'un seul axe iliaque, donc c'est ce qu'on appelle un pontage croisé, c'est-à-dire aspirer du sang d'un membre pour l'apporter à l'autre membre. Et il y a parfois des patients qui ont des fractions d'éjection très basses et chez qui on ne peut pas faire une chirurgie aortique. Il y a le pontage axillo-fémoral qui est une alternative, c'est-à-dire on fait venir le sang de l'artère axillaire vers l'artère fémorale. Ça, c'est pour les lésions aorto-iliaques. Pour les lésions fémorales, donc il y a le pontage fémoropoplité, que ce soit prothétique ou veineux, comme on voit sur les schémas à gauche et sur l'angiographie de contrôle à droite. Alors, à côté du traitement chirurgical, depuis la fin des années 80, il y a l'avènement du traitement endovasculaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir, de faire des incisions. Donc, à l'aide de trous, introduire des guides et dilater, soit à l'aide de ballons, soit mettre en place des stents, des ressorts avec une bonne force radiale. Alors, ce schéma-là, il illustre un traitement endovasculaire de la partie terminale de l'aorte, donc avec une dilatation par ballon et mise en place de stents. Alors, l'avantage de ces techniques, c'est que le patient, il peut sortir le jour même ou au maximum le lendemain. Et c'est des procédures qui ne nécessitent pas d'anesthésie régionale, on peut les faire sous anesthésie locale. Alors ici, c'est des images d'occlusion iliaque bilatérale qui ont été traitées par deux stents, c'est ce qu'on appelle kissing stent ou l'intervention en tour Eiffel. Donc c'est un aspect en tour Eiffel, des deux stents qui s'embrassent au niveau de la partie terminale de l'aorte, toujours avec des taux de perméabilité à cet étage-là qui sont excellents. Alors toujours dans le traitement interventionnel, ces dernières années, il y a eu de nombreuses innovations comme le jet stream. Donc le jet stream, ça a été innové par des ingénieurs aérospatiaux. Donc c'est le même principe des turbines d'avion, mais qui permet de fraiser des plaques de calcaire qui sont très calcifiées, ou ce qu'on appelle le shockwave pour des plaques de calcaire très calcifiées. Donc c'est des ondes, c'est des ultrasons qui font des petites fractures au niveau de la plaque pour permettre au ballon de dilater ces lésions. Donc, à côté de la lésion athéromateuse au niveau des membres inférieurs, il y a une pathologie particulière. Donc, c'est la pathologie de Léo Burger, qui est une pathologie inflammatoire. D'ailleurs, mon ami Mary, il s'intéresse beaucoup à cette pathologie. Donc, c'est une pathologie qui touche l'adulte jeune, inférieur à 40 ans, mais avec une intoxication tabagique depuis l'adolescence et qui fume beaucoup. Donc c'est une artériopathie inflammatoire, c'est la thromboangite oblitérante qui touche les artères de petit et de moyen calibre, surtout sur le genou, au niveau des deux mains. Et c'est des patients qui ont des douleurs atroces et des nécroses distales. Et le premier traitement chez ces patients, c'est arrêter le tabac. Donc on peut faire des gestes de revascularisation, on peut administrer donc, de la prostaglandine I2, l'hyloprost, donc c'est un traitement qui coûte énormément cher. Donc la prostaglandine, c'est un puissant vasodilatateur, c'est un puissant anti-agrégant plaquettaire, c'est une cure de 20 jours à la seringue autopulsée. Donc le patient il est obligé d'être hospitalisé pendant 20 jours, mais s'il n'arrête pas l'intoxication tabagique, c'est comme si on n'a rien fait. Et malheureusement, il y a peu de patients qui ont consulté au service avec cette pathologie de Léo Burger qui ont réussi le sevrage tabagique. Et c'est des patients qui sont hospitalisés à plusieurs reprises et qui subissent beaucoup d'amputations, parfois des amputations même majeures qui arrivent jusqu'au niveau de la cuisse. Alors, à côté de cette artériopathie la plus fréquente, qui est l'artériopathie des membres inférieurs, il y a l'artériopathie carotidienne, donc avec bien sûr les AVC. Il faut noter que 20% des AVC sont secondaires à une lésion carotidienne. Comme les membres inférieurs, donc elle peut être asymptomatique,
c'est-à-dire un patient qui consulte pour une coronaropathie, on demande un écho-Doppler, on tombe sur une sténose carotidienne, comme elle peut se manifester soit par un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébral. Pour le diagnostic, donc c'est l'écho-Doppler et l'angioscanner, le couple, généralement on demande un couple angioscan-écho-Doppler, et surtout transcrânien, donc qui va nous renseigner sur la circulation intracérébrale et la suppléance au niveau du polygone de Willis. Et bien sûr, s'il y a un problème d'allergie aux produits de contraste ou d'insuffisance rénale, c'est la résonance magnétique pour l'artériographie, donc elle est réservée au traitement et aux angioplasties carotidiennes. Alors sur cette plaque, donc, du côté gauche, c'est un angioscanner donc, qui montre une sténose très serrée à l'origine de la carotide interne. Du côté droit, donc c'est le même patient avec de l'IRM. Donc l'IRM, elle surestime un peu les lésions. Donc du côté droit, c'est presque une occlusion, mais quand même c'est une sténose très serrée. Alors il y a deux méthodes de mesurer les sténoses. Donc la mesure NACET et le CST. Donc le CST, c'est le degré de sténose par rapport à la valeur supposée du bulbe. Mais la plus utilisée, c'est la méthode NACET. Donc c'est la sténose par rapport au diamètre de la carotide interne d'avant. Alors sur cette plaque, donc c'est les recommandations de la Société européenne de traitement endovasculaire. Alors sur ces plaques-là, une dissection du bulbe carotidien en artérectomie, donc c'est ce qu'on enlève, c'est cette plaque d'athérome qu'on enlève. Donc ici, donc libération de la plaque avec une carotide donc avec endartérectomie plus une suture simple, sachant qu'il y a plusieurs techniques de chirurgie carotidienne. Donc à côté de ce traitement chirurgical, donc, il y a le traitement endovasculaire. Donc on met des stents à l'intérieur de l'artère, mais ce traitement endovasculaire il est réservé actuellement à des patients particuliers non retenus pour la chirurgie. Alors ici, donc on voit une angiographie avec une sténose post-bulbaire. Sur cette image-là, c'est un patient qui a été opéré au service, donc le marquage du stent. Et sur cette plaque-là, l'angiographie de contrôle, stent sur place, avec sténose qui est corrigée par le stent. Alors pour finir, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça a été déjà cité par mon collègue professeur Rissaoui. Donc elle a fait beaucoup d'efforts l'Organisation mondiale de la santé, surtout avec ce Empower, donc pour surveiller la consommation du tabac, protéger la population, aide aux patients qui ont la volonté pour le sevrage tabagique. Donc sensibiliser, donc beaucoup de choses ont été élaborées. Alors, et elle a commencé l'Organisation mondiale de la santé à noter les pays, c'est-à-dire les pays qui appliquent ça, ils ont une note. Et parmi les pays qui ont appliqué ça, c'est la Norvège. Et d'ailleurs, à la Norvège, je ne sais pas si vous le savez, donc le paquet de cigarettes, de 20 cigarettes, il coûte à peu près 15 €. Donc c'est 5 fois le prix au Maroc. Mais malheureusement, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème culturel. Donc malheureusement, la Norvège a appliqué ça, donc elle a abouti à une réduction du tabagisme, mais ce qui est arrivé, c'est que ils ont trouvé que les patients ils utilisent un tabac à sucer, donc snus, ils l'appellent snus, donc ils ont arrêté le tabac. Il y a une autre méthode de consommer le tabac. Donc il faut travailler peut-être l'imaginaire, la culture, et comme ça a été dit par le professeur Yassine, peut-être il faut cibler les enfants en bas âge, c'est-à-dire bien les éduquer et leur expliquer que fumer et dénigrer la réalité, ça conduit à ça, et une bonne alimentation avec du sport, ça produit des champions, et je vous remercie.